Il arrive parfois que les rencontres les plus marquantes se produisent dans les moments les plus ordinaires. Une rue animée, un billet froissé, des pièces de monnaie tombées au sol. Ce jour-là, Darius, puissant homme d'affaires habitué au sommet, croise le regard d'Isée, une femme de chambre discrète, penchée sur quelques centimes pour acheter un ticket de bus. Un geste simple, lui tendre une pièce, déclenche une étincelle inattendue entre deux êtres que tout oppose. Ils viennent de mondes différents, lui, né dans l'abondance et les apparences, elle, forgée par les difficultés et l'instinct de survie. Pourtant, ce bref échange ouvre une brèche. Peu à peu, entre silence partagé et confidence timide, une relation se tisse. D'abord fragile, presque clandestine, elle devient un lien sincère où la tendresse prend racine là où personne ne l'attendait. Au fil du temps, ils apprennent à s'apprivoiser, à guérir, à se choisir. Et au centre de ce lien, une petite fille, Maya, qui les unit davantage encore. Ce n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est une renaissance. Une exploration de ce que signifie aimer, protéger, et construire un avenir, à trois. Le vent balayait les trottoirs encore humides du matin. La ville vibrait à peine, enveloppée d'un calme nerveux entre les klaxons pressés et les pas discrets des travailleurs. Darius avançait, l'allure assurée, son téléphone collé à l'oreille, distribuant des instructions précises avec une voix posée mais ferme. Son costume, impeccablement taillé, ne supportait ni l'imprévu ni la maladresse. Un bruit métallique le tira soudain de sa bulle. Des pièces venaient de rouler à ses pieds. Il baissa les yeux et aperçut une jeune femme accroupie, concentrée sur les pièces éparpillées au sol. Elle les ramassait une à une, avec des gestes rapides mais soignés, comme si chacune comptait plus qu'elle ne le devrait. Sa voix s'éleva à peine, un murmure d'excuses presque étouffé par le bruit des voitures. Elle ne le regardait pas. Il s'accroupit, ramassa une pièce de 2 € qui avait roulé jusqu'au bord du trottoir et la lui tendit. Ce n'est qu'à ce moment qu'elle leva les yeux. Elle s'appelait Isée. Elle portait un uniforme de femme de chambre un peu trop grand, aux manches défraîchies. Son visage était fermé, concentré, mais ses yeux, eux, étaient vifs, profonds, presque farouches. Il fut frappé par l'intensité de ce regard. Elle prit la pièce et la serra dans sa main. Elle expliqua qu'il lui manquait seulement 30 centimes pour acheter son ticket de bus. Elle n'avait pas demandé d'aide, encore moins de pitié. Elle avait simplement expliqué, comme si elle énonçait un fait parmi tant d'autres. Il la regarda quelques secondes, puis sortit son portefeuille et lui tendit un billet. Elle hésita, longuement, puis finit par tendre la main. Elle le remercia d'un ton neutre, puis ajouta qu'elle le lui rendrait. Il tenta de répondre que ce n'était pas nécessaire, mais elle s'éloignait déjà en direction de l'arrêt de bus, son sac sur l'épaule et la tête haute. Il la regarda partir, un peu dérouté. Ce n'était pas une mendiante, ni une victime. Il n'aurait pas su dire exactement ce qu'elle était, mais il sentit que ce bref moment avait laissé une trace. La journée de Darius reprit, mais sans lui. Il enchaîna réunions et appels, mais ses pensées revenaient sans cesse à cette femme, à ses gestes précis, à ses yeux droits et au refus de se laisser humilier. Il se demanda pourquoi cet échange l'avait autant marqué. Il n'avait rien d'exceptionnel, et pourtant, il y repensait comme à un accident fragile, une fissure dans la routine. 3 jours plus tard, une réunion d'affaires le ramena à l'hôtel Claridge. Il l'aperçut au fond d'un couloir, poussant un chariot de nettoyage. Elle ne le vit pas tout de suite. Lorsqu'elle croisa son regard, elle hésita, puis s'avança. Elle sortit un billet plié de sa poche et le lui tendit sans un mot. Il voulut refuser, lui dire encore une fois que ce n'était pas important, mais elle insista. Elle remboursait ce qui ne lui appartenait pas. Pas par orgueil, mais par principe. Il prit le billet, plus touché qu'il ne l'aurait admis. Il lui demanda son prénom. Elle répondit, Isée, puis lui rendit la question. Darius. Ils échangèrent un sourire bref, presque gêné, avant qu'un appel dans l'oreillette de Darius ne le rappelle à ses fonctions. Ce jour-là, il rentra chez lui avec une sensation étrange. Il consulta son téléphone plusieurs fois, comme s'il espérait un message qui ne viendrait jamais. Il se rendit compte qu'il ne savait presque rien d'elle. Pas de nom de famille, pas d'adresse, pas de numéro, et pourtant, il la revoyait sans cesse dans sa mémoire. Penchée sur ses pièces, redressée avec dignité, disparaissant dans la foule avec la même détermination silencieuse. Il aurait pu la classer dans les milliers de visages croisés dans sa vie. Mais quelque chose l'en empêchait. Il comprit, sans savoir l'expliquer, qu'il venait de rencontrer quelqu'un qui allait bouleverser son équilibre. Pas par séduction, ni par ambition, mais par vérité, et c'était sans doute ce qu'il redoutait, et désirait le plus. Isée n'en parla à personne. Ni à Fatou, sa collègue du Claridge, ni même à Maya, sa fille, qui l'attendait chaque soir avec des questions et des dessins. Ce moment avec Darius, ce billet échangé, ce regard suspendu dans la rue, c'était un éclat discret qu'elle voulait garder intact. Elle ne savait pas pourquoi il l'avait touchée. Peut-être parce qu'il n'avait pas eu l'air de la juger. Peut-être aussi parce qu'il n'avait pas insisté. Il avait tendu la main, puis l'avait laissé partir. Mais ce n'est pas parce qu'on ne parle pas d'une rencontre qu'on l'oublie. Dans les jours qui suivirent, elle y repensa souvent. Entre 2 chambres à nettoyer, en frottant des lavabos ou en pliant des serviettes, l'image revenait. Darius, dans son costume sobre, regard concentré, geste calme. Il n'avait rien d'un sauveur.
Et pourtant, il avait planté quelque chose en elle, un trouble, une sorte d'interrogation. Darius, de son côté, avait tenté de reprendre le fil de ses journées comme si de rien n'était. Il avait continué ses rendez-vous, ses déjeuners d'affaires, ses présentations de stratégie financière. Mais son esprit repartait sans cesse vers cette femme qu'il ne connaissait pas. Il avait l'habitude des visages intéressés, des discussions codées et des jeux de pouvoir. Avec elle, tout avait été brut, simple, et profondément réel. Il se surprit à prendre le chemin du Claridge plus souvent. Officiellement pour des vérifications de projets. Officieusement, il espérait la croiser. Ce fut chose faite un matin, alors qu'elle sortait discrètement d'un couloir de service, chariot de nettoyage devant elle, regard fixé droit devant. Elle ne le vit qu'au dernier moment. Elle s'arrêta, un peu figée, puis s'approcha avec calme. Il la salua d'un simple « bonjour », auquel elle répondit d'un hochement de tête. « Je vous dois encore une réponse », lança-t-elle soudain. « Je vous avais promis de rendre ce que je devais. » Elle sortit un billet de sa poche, soigneusement plié, et le lui tendit. Il refusa d'abord, mais elle insista. « Ce n'est pas pour effacer une dette. C'est pour rester droite. Ce billet, ce n'était pas un cadeau. C'était une aide. Et moi, je n'oublie jamais ceux qui m'aident. Mais je n'en fais pas une habitude. » Il la regarda, fasciné par la détermination dans sa voix. Elle ne jouait pas un rôle. Elle était simplement elle-même, entière, farouchement indépendante. « Vous avez du temps, ce soir ?» demanda-t-il. Elle leva les yeux vers lui, surprise. « Pourquoi ? Pour un café. Juste un café. Je veux apprendre à connaître quelqu'un qui ne me doit rien. » Elle hésita, longuement, puis accepta, presque à contre-cœur. Ils se retrouvèrent à quelques rues de là, dans un petit café populaire, fréquenté par des travailleurs, des retraités, et des étudiants fatigués. Rien d'élégant, pas de nappe blanche ni de serveurs zélés, mais un endroit vivant, vrai. Elle avait enlevé son uniforme, troqué son tablier pour un pull gris et un pantalon simple. Il portait une veste sobre, ses manches retroussées, l'air moins figé que d'habitude. Ils s'installèrent près d'une fenêtre, deux tasses brûlantes entre eux. La conversation fut lente au début. Ils parlaient de tout et de rien. De la météo capricieuse, des transports bondés, des rues trop étroites de la ville. Mais peu à peu, les mots prirent de la profondeur. Elle lui parla de son quotidien à l'hôtel, de ses trajets matinaux, de ses rêves anciens. Il parla peu de son travail, mais évoqua son enfance, élevée par une grand-mère silencieuse, ses études brillantes mais solitaires, son mépris du vide qu'il ressentait chaque soir en rentrant chez lui. Il ne la coupa pas. Elle ne chercha pas à le séduire. Et dans cette conversation bancale mais sincère, un lien se tissa. Quand ils se quittèrent, elle lui dit simplement « Bonne nuit », sans promesse de lendemain. Il la regarda s'éloigner, silhouette fine dans l'éclairage pâle des lampadaires. Et au lieu de rentrer, il resta un moment là, seul, à regarder la tasse encore tiède devant lui. Les jours suivants, ils se croisèrent à nouveau. Parfois dans le hall du Claridge, parfois dans un parc, parfois dans ce même café. Ce n'étaient pas encore des rendez-vous, plutôt des rencontres qui devenaient nécessaires. Mais tout lien attire les regards. Un matin, Isée fut convoquée par son supérieur. Ton sec, regard condescendant. Il paraît que vous fréquentez un client. Monsieur Galbert. Elle ne répondit pas. Il continua. On attend de nos employés une certaine discrétion. Les familiarités ne sont pas bien vues. Elle sortit du bureau avec le cœur serré. La honte, la colère et la peur entremêlées. Le soir même, elle retrouva Darius dans leur café habituel. Elle posa ses mains sur la table. On ne peut plus se voir là-bas. Je suis surveillé. Il ne sembla pas surpris. Mais son regard était grave. Alors on changera de lieu. Pas de lien. Elle sourit doucement. C'était un pari risqué, mais elle était prête. Peut-être que ce lien fragile, tissé entre deux mondes, était justement ce qui la tenait debout. La pluie tombait sans relâche depuis 2 jours, dessinant des rivières improvisées sur les trottoirs, alourdissant l'air d'une humidité triste. Le ciel lui-même semblait s'être figé dans un gris sans fond. Darius attendait dans le café où il avait l'habitude de la retrouver. Il jetait un œil à l'horloge, au dehors, puis à sa tasse refroidie. Isée n'était pas venue, ce n'était pas dans ses habitudes. Depuis quelques semaines, elle s'était toujours présentée. Parfois fatiguée, parfois le regard ailleurs, mais elle venait. Il en connaissait assez sur elle désormais pour sentir que quelque chose clochait. Il attendit encore une demi-heure, puis se leva, l'esprit en alerte. Il n'avait pas son numéro, ni son adresse. Il avait respecté les silences qu'elle gardait farouchement, croyant leur laisser de l'espace. Mais en cet instant, ce choix lui paraissait comme une erreur. Il retourna au Claridge. Une employée qu'il avait déjà vue plusieurs fois, une certaine Fatou, sortait du personnel avec un sac de linge. Il l'interpella doucement. Elle le reconnut aussitôt. Il lui demanda des nouvelles d'Isée. Fatou hésita. Elle le fixa un moment, le jaugeant comme on jauge un homme qu'on voudrait protéger ou écarter. Puis elle lâcha l'information d'un ton neutre. Isée était malade, une bronchite violente, clouée au lit depuis 2 jours. Elle habitait rue des Oliviers, au 5e étage, dans un petit immeuble sans ascenseur. Darius remercia, et sans plus attendre, prit la route. L'immeuble sentait le linge humide et la soupe. Les escaliers étaient étroits, les murs tachés. Il monta les marches 2 par 2. Devant la porte 5B, il frappa doucement. Un silence, puis un souffle faible, presque un râle. « Qui est-ce »
Il reconnut sa voix. Il répondit. C'est Darius. La serrure tourna lentement. Isée ouvrit à moitié, le visage pâle, les yeux gonflés, les lèvres fendillées par la fièvre. Elle portait une robe de chambre trop fine, nouée maladroitement. Ses cheveux étaient ramassés à la va-vite. Il l'aida à regagner le petit canapé du salon. L'endroit était modeste mais rangé, chaud, habité. Il y avait des dessins sur les murs, des livres d'enfants, un bol de soupe abandonné sur la table basse. Il demanda où était Maya. Isée lui répondit d'une voix enrouée qu'elle l'avait confiée à la voisine d'en face. Il hocha la tête, puis alla dans la cuisine. Il fouilla les placards, fit bouillir de l'eau, lui prépara une infusion au gingembre et au citron. Lorsqu'il revint, elle l'observait, surprise et fatiguée. Il posa la tasse devant elle et s'assit à côté, sans parler. Elle murmura qu'elle irait mieux, qu'il ne devait pas s'inquiéter. Mais il n'écoutait pas cette défense. Il observait les cernes sous ses yeux, les gestes lents, la main tremblante. Il savait que la maladie n'était pas seulement physique. Elle était aussi la somme de toutes les charges portées seule. Il proposa de revenir avec des médicaments et de quoi manger. Elle voulut refuser. Il insista, et elle céda. Le lendemain, il revint avec des sacs pleins, un thermomètre, des fruits, de la soupe fraîche. Il passa l'après-midi à ranger, nettoyer, préparer un coin douillet pour Maya. Lorsqu'elle rentra, elle le trouva accroupi au pied de son lit, accrochant ses dessins avec du ruban adhésif. Maya s'approcha, intriguée. Elle le fixait de ses grands yeux. « Tu es le monsieur de maman ?» demanda-t-elle. Darius sourit doucement. « Je suis un ami. Et toi, tu dois être Maya. » Elle acquiesça, puis tendit un dessin. 3 silhouettes, maladroitement tracées, reliées par un trait rouge. Elle pointa chaque figure du doigt. « Maman, moi, et toi, je crois. » Il prit le dessin comme s'il était précieux et le glissa dans la poche intérieure de sa veste. Les jours suivants, une routine s'installa. Darius venait après le travail, vérifiait qu'Isée prenait ses médicaments, aidait Maya à faire ses devoirs, réparait un robinet qui fuyait. Il se sentait utile, vrai, et cette maison, aussi petite soit-elle, avait une chaleur qu'aucun de ses appartements de luxe n'avait jamais eue. Un soir, Isée le regarda longuement pendant qu'il installait une veilleuse dans la chambre de Maya. Elle murmura, « Tu ne te rends pas compte de ce que tu fais ?» Il s'arrêta, surpris. « Si, je m'attache. » Elle eut un sourire fragile. « Et si je tombe? Et si je ne suis pas capable de t'aimer comme il faut ?» Il s'approcha et prit sa main. « Alors on avancera ensemble, à ton rythme. Et si on tombe, on tombera à deux. » Elle baissa les yeux. Une larme roula sur sa joue. Pas une larme de douleur, mais de soulagement. Ce soir-là, elle ne dit pas merci. Elle posa simplement sa tête contre lui. Et pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit sans peur. Le soleil revenait doucement, plus chaud, plus franc. Les journées s'allongeaient, les rires des enfants s'élevaient à nouveau dans les cours d'école, et dans l'appartement d'Isée, une forme de douceur s'installait. Darius était devenu une présence constante. Il ne dormait pas encore là tous les soirs, mais il était là chaque matin pour le petit déjeuner, chaque soir pour l'histoire de Maya. Ils avaient trouvé un rythme sans jamais vraiment le décider. Cela s'était fait naturellement, comme si leur vie s'était doucement fondue l'une dans l'autre. Maya l'appelait parfois « mon presque papa » quand elle racontait ses journées. Isée riait, le corrigeait doucement, mais au fond, elle savait que cette phrase disait tout. Darius n'avait rien exigé, il avait simplement été là, présent, patient, et Maya, en retour, lui ouvrait peu à peu toutes les pièces de son cœur d'enfant. Mais la vie a toujours une façon étrange de tester le bonheur. Il suffit parfois d'un appel, d'un visage oublié, pour que tout vacille. Ce soir-là, alors qu'Isée rangeait les restes du dîner, son téléphone vibra sur la table. Aucun nom n'apparaissait, juste un numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. Une voix qu'elle croyait éteinte depuis des années résonna aussitôt dans son oreille. Grave, familière, un peu moqueuse. « Tu pensais que j'allais disparaître ?» Le monde s'arrêta une seconde. Gabin, le père de Maya, il n'avait plus donné de nouvelles depuis des années. Il était parti avant la naissance de l'enfant. Elle ne savait même pas s'il était vivant. Et maintenant, sans prévenir, il revenait. Elle sentit son cœur battre plus vite. Il parlait encore, disait qu'il voulait voir sa fille, qu'il avait changé. Elle resta muette, puis il ajouta quelque chose qui glaça son sang. « J'ai entendu parler de ton nouveau mec. Le riche. T'as bien gratté. Je me disais que j'avais peut-être droit à ma part. » Elle raccrocha sans un mot. Le silence de l'appartement devint assourdissant. Darius était sorti acheter du dessert. Maya jouait dans sa chambre. Isée resta debout au milieu du salon, figée. Elle comprenait maintenant. Ce n'était pas l'amour d'un père. C'était une menace, une intrusion, un rappel brutal de ce qu'elle avait fui. Le lendemain, elle aperçut Gabin en sortant de l'école. Appuyé contre un mur, il fumait, casquette basse sur le front. Il attendait. Elle voulut faire demi-tour, mais il la vit. S'approcha. Elle sentit sa gorge se nouer. Il demanda à voir Maya. Elle refusa. Il insista. Parla d'argent, de droit. Il n'avait jamais versé un centime. Il n'avait jamais tenu la petite dans ses bras. Et pourtant, le ton était accusateur, presque menaçant. Il avait cette arrogance des hommes qui croient encore pouvoir posséder ce qu'ils ont abandonné. Elle le fixa droit dans les yeux et lui dit de ne plus jamais l'approcher. Il rit, mais il comprit. Il venait de réveiller en elle une autre Isée. Plus forte, plus dure. Une femme qui avait appris à se relever seule.
Elle rentra en courant, tremblante. Darius était là. Elle lui raconta tout, sans détour. Il l'écouta sans interrompre. Lorsqu'elle eut fini, il resta silencieux un instant, puis lui demanda s'il pouvait intervenir. Elle répondit qu'elle ne voulait pas de scandale. Pas encore. Elle voulait faire les choses correctement. Mais elle avait peur. Il la serra contre lui et promit qu'elle ne serait plus jamais seule face à ce genre d'homme. Dès le lendemain, il contacta un avocat. Il fit installer une caméra discrète devant l'immeuble. Il prévint ses contacts, et lorsqu'il croisa Gabin quelques jours plus tard, ce dernier comprit d'un seul regard que la partie n'était pas en sa faveur. Il disparut aussi vite qu'il était revenu. Dans la cuisine, pendant que Maya faisait ses devoirs, Isée s'effondra doucement sur l'épaule de Darius. « J'ai vécu des années à avoir peur qu'on découvre ce que je cache, qu'on me juge, qu'on me quitte. Mais toi, tu restes, même quand ça devient laid. » Il lui caressa la nuque, doucement. « Je ne t'aime pas parce que tu es parfaite. Je t'aime parce que tu es vraie. Et courageuse. » Elle leva les yeux vers lui, tremblante, mais apaisée. « Alors je veux qu'on construise quelque chose. Pour de bon, pas juste une parenthèse. » Il répondit sans hésiter. « Moi aussi, pour toi, pour Maya, pour nous trois. » Le changement ne se fit pas du jour au lendemain. Il s'installa lentement, dans les gestes du quotidien, dans les silences partagés au petit matin, dans les regards échangés sans parler. Darius passait désormais plus de temps chez Isée que dans son propre appartement. Il y déposait ses clés, ses chemises, ses habitudes. Et sans jamais vraiment le dire, il était devenu un pilier. Un élément de la maison. Maya s'y était habituée comme on s'habitue à la lumière après une longue nuit. Parfois, elle attendait son retour le soir, perchée sur le rebord du canapé, les yeux tournés vers la porte. Elle le saluait avec un dessin, un rire, ou un simple « Tu m'as manqué ». Il répondait toujours avec tendresse. Mais au fond, il savait que cette relation se construisait encore. Lentement, avec délicatesse. Un jour, il proposa à Isée de l'accompagner à une réception organisée par l'un de ses associés. Ce n'était pas une grande soirée mondaine, juste un rassemblement d'amis proches, de collègues, de partenaires. Il voulait qu'elle soit là, non pas pour la montrer, mais pour l'inclure. Elle hésita, longuement. Elle n'aimait pas les projecteurs. Encore moins les regards qu'on posait sur elle lorsqu'elle franchissait les frontières sociales. Mais il insista doucement. Il ne voulait pas qu'elle change. Il voulait juste qu'elle soit présente, telle qu'elle était. Le soir venu, elle enfila une robe sobre mais élégante, prêtée par Fatou. Elle se coiffa simplement, ajouta une touche de rouge à lèvres. Maya la regarda, émerveillée, avant de la serrer fort dans ses bras. « Tu es la plus belle, maman. » Dans l'appartement luxueux où se tenait la réception, les regards se tournèrent immédiatement vers eux à leur arrivée. Darius, le magnat discret, et cette femme inconnue à l'allure digne mais simple. On les observa sans mot dire, mais les pensées flottaient dans l'air. Isée sentit les jugements glisser sur sa peau comme de l'eau froide. Elle resta droite, le menton légèrement levé. Darius, à ses côtés, lui serra doucement la main. Ils furent accueillis par Clarisse, une ancienne collaboratrice de Darius, élégante et glaciale. « Alors c'est elle ?» lança-t-elle, à peine voilée d'un sourire. Isée ne répondit pas, se contentant de la regarder dans les yeux. Clarisse détourna le regard en premier. Darius esquissa un sourire satisfait. Ils passèrent la soirée à converser avec quelques invités, certains curieux, d'autres plus respectueux. Mais malgré l'effort, Isée sentit qu'elle n'appartenait pas à ce monde. Les rires étaient forcés, les compliments déguisés. Elle ne se sentait pas rejetée, mais elle comprit qu'elle ne serait jamais acceptée pleinement. Sur la terrasse, loin du bruit, elle se tourna vers Darius. « Ce n'est pas moi, tout ça. » Il la regarda longuement, les yeux doux. « Je sais, mais tu fais partie de moi. Et je ne veux plus cacher cette partie. » Elle sourit, touchée, puis baissa les yeux. « Tu sais ce que les gens vont dire ? Que tu perds ton temps. Que je suis un poids. » Il s'approcha et murmura. « Ils ne savent rien. Et moi, je n'écoute plus ceux qui vivent sans aimer. » Quelques jours plus tard, ce fut elle qui l'invita dans son monde. Elle prépara un dîner simple, fit asseoir Maya entre eux, mit un vieux disque de jazz qu'elle aimait. La pièce était petite, mais chaleureuse. Darius sembla s'y fondre naturellement. « C'est ici que je respire vraiment, » lui dit-elle. « Pas dans les salons brillants, mais dans les coins modestes où on s'aime. » Il acquiesça, ému. Le lendemain, un appel de Bertrand, l'un des associés de Darius, lui rappela brutalement la réalité. « Écoute, Darius, ta relation fait parler. Tu t'affiches avec une femme sans statut, avec une gosse. Tu risques de perdre des contrats. » Darius resta silencieux un instant, puis répondit calmement. « Alors je perdrai les contrats. Mais pas elle. » Il raccrocha, le cœur ferme. Ce soir-là, dans la petite cuisine, il regarda Isée et Maya rire ensemble autour d'un gâteau un peu trop cuit. Il se leva, alla les rejoindre, posa une main sur l'épaule de la fillette, puis une autre sur la taille de sa mère. « Et si on vivait tous les trois ? Vraiment, pas à moitié, pas dans l'attente. » Isée le regarda, surprise. Il ajouta, sans trembler. « Une vraie famille. » Elle sourit, les yeux brillants. « Toi, moi, et Maya. » Le déménagement se fit sans précipitation, mais avec cette énergie silencieuse qu'on reconnaît aux décisions qu'on ne regrette pas. Darius avait trouvé un appartement simple, lumineux, dans un quartier calme, avec 2 chambres et un petit balcon qui donnait sur une cour fleurie.
Pas de luxe tape à l'œil, pas de domestique, pas de vitres teintées. Il avait voulu un espace qui leur ressemble. Quelque chose de neuf, mais qui ne prétendait pas l'être. Isée avait hésité, comme à chaque fois qu'il s'agissait de recevoir quelque chose. Elle avait touché les murs, observé les sols, senti l'air qui entrait par les fenêtres. Puis, voyant Maya courir de pièce en pièce en criant que sa chambre serait celle avec les papillons, elle avait compris que c'était le bon endroit. Non pas pour les meubles ou la cuisine équipée, mais pour la paix qu'il inspirait. Les premiers jours furent doux. On vivait à trois, sans règles écrites, mais avec beaucoup de tendresse. Darius apprenait à plier le linge, à brûler les crêpes du matin, à se laisser envahir par les jouets. Maya apprenait à partager sa mère, à se glisser parfois entre eux deux sur le canapé, à rire de leur maladresse. Isée, elle, s'autorisait enfin à respirer, à ne pas penser à demain en permanence. Mais la vie à trois n'est jamais un long fleuve tranquille. Il faut s'apprivoiser, doser les silences, apprendre à céder sans se perdre. Et puis, il y avait Maya. Un soir, après l'école, elle rentra plus silencieuse que d'habitude. Elle ne courut pas vers Darius, ne lui montra aucun dessin. Elle s'installa à table, sans dire un mot. Isée l'observa, inquiète, puis lui demanda si quelque chose s'était passé. L'enfant haussa les épaules, puis dit d'un ton sec. « À l'école, ils ont dit que t'étais pas mon vrai papa. » Le silence qui suivit fut lourd. Darius s'approcha doucement. Il s'agenouilla à sa hauteur. « Ils ont raison, Maya. Je ne suis pas ton papa de naissance. » Elle le fixa, les lèvres tremblantes. « Alors tu vas partir, toi aussi ?» Il sentit son cœur se serrer. Il posa une main sur la sienne. « Je ne suis pas ton papa d'avant, mais je veux être celui qui reste. » Elle ne répondit pas, mais elle ne retira pas sa main. Le lendemain, il lui offrit un carnet de dessin avec une couverture dorée. Il y avait écrit son prénom dessus, et juste en dessous, « Petit artiste au grand cœur ». Elle le serra contre elle, et murmura, « Tu peux rester. » La vie reprit, avec ses hauts et ses bas, ses lessives oubliées et ses soirées pizza. Ils allèrent ensemble au parc, à l'épicerie, chez le médecin. Darius découvrait l'ordinaire avec émerveillement. Lui qui avait connu le silence des dîners d'affaires et les solitudes en col blanc se laissait envahir par le désordre d'un foyer vivant. Un dimanche matin, Maya entra dans leur chambre et s'installa entre eux, encore en pyjama. Elle observait le plafond, les doigts croisés sur son ventre. « Est-ce qu'on est une vraie famille maintenant ?» Isée et Darius échangèrent un regard. « Oui, répondit-il. Pas parfaite, mais vraie. » Elle hocha la tête. « Alors je peux t'appeler papa, quand je veux ?» Il sentit les larmes monter, mais il sourit. « Tu peux m'appeler comme tu veux, tant que tu le dis avec ton cœur. » Elle se retourna, se colla à lui, et souffla. « Alors, bonne nuit, papa. » Ce jour-là, il comprit que l'amour n'était pas une place qu'on prend, mais un lien qu'on tisse, fil après fil. Isée, de son côté, s'observait changer. Elle n'avait plus peur chaque fois qu'elle riait. Elle ne cherchait plus à se justifier lorsqu'elle était heureuse. Elle s'autorisait à croire que le bonheur pouvait durer. Pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était construit avec honnêteté. Et quand elle voyait Darius, épuisé mais souriant, aider Maya à faire ses lacets ou goûter à ses recettes farfelues, elle se disait qu'elle n'aurait jamais pu rêver mieux. Ils n'avaient pas tout résolu. Ils avaient encore des cicatrices, des insécurités, des vieux réflexes de survie. Mais ils avaient trouvé un rythme, un souffle commun, un cœur à trois, et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour défier le monde. Il y avait dans l'air une tranquillité nouvelle. Pas celle des contes de fées, mais celle qu'on construit, à la force des mains, des larmes et des secondes partagées. Isée se réveillait désormais sans cette boule au ventre, ce pressentiment constant qu'on allait lui arracher ce qu'elle aimait. Elle n'avait pas encore appris à vivre dans la légèreté, mais elle savait reconnaître la paix quand elle la frôlait. Chaque matin, Darius préparait le café pendant qu'elle coiffait Maya. La routine n'avait rien d'extraordinaire, mais c'était devenu leur langage silencieux. Des gestes simples, des regards tendres, des silences pleins de présence. Le monde extérieur continuait de courir, mais eux, ils marchaient à leur rythme, conscients de chaque pas. Pourtant, un jour, le passé frappa à la porte. Ou plutôt, au téléphone. C'était un ancien collègue de Darius. Un de ceux qui ne comprenaient pas vraiment pourquoi il avait quitté son poste si prestigieux, sa maison avec piscine, ses dîners protocolaires. Il voulait le revoir, discuter d'un projet sérieux, potentiellement lucratif. Darius hésita, pas parce qu'il regrettait sa vie d'avant, mais parce que ce genre de proposition avait toujours une odeur de vertige. De retour en arrière, de compromis silencieux. Isée le regarda longuement ce soir-là, tandis qu'il jouait avec Maya sur le tapis du salon. Il riait, mais son regard était ailleurs. « Tu veux y aller ?» demanda-t-elle calmement. Il haussa les épaules. « Je veux comprendre pourquoi ça me dérange. » Elle se tut, puis ajouta, en posant sa main sur la sienne. « N'oublie pas que tu n'as rien à prouver. Pas même à toi-même. » Il la regarda avec une gratitude silencieuse. Elle avait raison. Il n'était plus cet homme qui courait après la reconnaissance. Il était devenu celui qui choisit. Celui qui décide pour lui, et non contre lui. Le lendemain, il alla au rendez-vous. Il revient plus tôt que prévu. Isée leva les yeux de son livre. Il tenait un sachet de pâtisserie dans une main, et un bouquet de fleurs dans l'autre. « C'est pour fêter quoi ?» demanda-t-elle en souriant. Il s'assit à côté d'elle, l'air apaisé. « Pour fêter le fait que je sais maintenant ce que je vaux. »
et que ce n'est pas à vendre. Elle sourit, profondément. Ce n'était pas un héros qui rentrait à la maison. C'était un homme aligné avec son cœur. Et c'était bien plus rare. Quelques jours plus tard, Issei reçut un appel de sa mère. Elle ne s'était pas parlé depuis des mois. Pas parce qu'elle se détestait, mais parce que les mots ne suffisaient plus à recoller les brisures. Sa mère voulait la voir. Elle voulait connaître la petite. Il y avait dans sa voix quelque chose de fatigué, peut-être un peu brisé. Issei sentit son ventre se nouer. Elle n'avait jamais vraiment su ce qu'elle attendait de cette femme. Un pardon? Une reconnaissance? Ou simplement un regard qui lui dirait enfin « Tu as bien fait ». Elle accepta. Elles se retrouvèrent dans un café discret. Sa mère était là, droite comme à l'accoutumée, mais le regard moins dur. Maya était méfiante, silencieuse. Issei observait la scène avec cette distance intérieure qu'on développe quand on a trop espéré. Mais quelque chose d'imprévu se produisit. Sa mère se pencha vers Maya, lui tendit un bonbon, puis lui dit doucement « Tu ressembles à ta maman. Tu sais ça ?» L'enfant rougit, puis hocha la tête. Issei sentit ses yeux se remplir malgré elle. Plus tard, en rentrant à la maison, Maya demanda « Mamie, elle est gentille maintenant ?» Issei sourit tristement. Elle essaie, et c'est déjà beaucoup. Ce soir-là, elle s'allongea près de Darius, le cœur un peu plus léger. Elle repensa à tout ce qu'ils avaient traversé. Aux nuits sans sommeil, aux espoirs avortés, aux mots qu'elle n'aurait jamais pensé dire à voix haute. Elle regarda cet homme qu'elle n'avait pas cherché mais qui avait su attendre. Cet homme qui n'avait jamais essayé de la réparer, seulement de l'aimer. Et elle sut, le bonheur, ce n'était pas l'absence de douleur. C'était la décision de continuer, malgré tout. De s'ouvrir, même avec les cicatrices. D'aimer, même en tremblant. Ce soir-là, elle choisit de ne plus avoir peur. Elle choisit le bonheur. Et cette fois, pour de bon. Il y a des récits qui ne cherchent pas à impressionner. Des histoires discrètes, pleines de fissures et de vérité, qui nous parlent parce qu'elles ressemblent à la vie. L'histoire d'Issei, Darius et Maya est de celle-là. Ce n'est pas une épopée, ni un conte de fées. C'est une rencontre improbable entre deux êtres cabossés par la vie, qui n'attendaient plus rien, et qui se sont pourtant trouvés. Ce qu'ils ont bâti ensemble, ce n'est pas un rêve parfait, mais un refuge sincère. Un endroit où les silences ont autant de poids que les mots, où l'amour se dit dans les gestes, les regards, la patience. Issei n'a pas changé du jour au lendemain. Elle a cheminé, lentement, avec ses doutes, ses blessures, et sa volonté d'offrir autre chose à Maya. Darius n'a pas été un héros. Il a simplement été là, présent, constant, humain. Et Maya, elle grandira entourée d'un amour vrai, sans artifice. Elle saura que les familles peuvent naître des choix, pas seulement du sang. Ce récit est un rappel. L'amour peut tout transformer, quand il est humble, vrai et courageux. Envie de découvrir d'autres histoires humaines et vraies? Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir nos prochaines vidéos. Si cette histoire vous a touché, laissez un like pour soutenir notre travail. Partagez-la avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre qu'on peut toujours recommencer. Et surtout, exprimez-vous en commentaire, vos mots font vivre ces récits. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette histoire jusqu'au bout. Merci de croire, comme nous, au pouvoir des liens humains. À bientôt, pour une nouvelle traversée émotionnelle.